Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis Jean-Marc Guittard, responsable des flux et solutions de paiement pour le CIC Sud-Ouest. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui est dédié aux agences entreprises du CIC Sud-Ouest sur la facture électronique. Je suis accompagné aujourd'hui de Sandra Krouzex et de Damien Stéphan qui sont chargés d'affaires entreprises chez Epithet. Vous le savez, le calendrier de la facture électronique va désormais s'accélérer. Il s'agit bien désormais d'une réalité qui va impacter vos relations avec vos fournisseurs et vos clients. Nous allons donc vous rappeler au travers de ce webinaire d'environ 45 minutes le contexte et bien sûr vous présenter l'offre de notre groupe pour vous accompagner dans cette transformation. Au cours de ce webinaire, vous aurez accès à un chat. Je vous invite à poser vos questions sur ce chat et nous vous proposons d'y répondre à la fin de cette présentation. Je laisse désormais la main à Sandra et Damien pour la présentation de ce webinaire et je vous retrouve juste après. Bonjour à tous. Bonjour Damien. Bonjour Sandra. Nous allons évoquer ensemble le sujet de la facture électronique. Vous le savez sans doute, une réforme majeure va impacter toutes les entreprises dès 2026. Notre groupe, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous accompagne avec sa plateforme de dématérialisation partenaire vers une transition réussie. On va voir ensemble le contexte de la facturation électronique. On vous a remis ici différents schémas pour reprendre les circuits d'échange de factures et les projets qui vont arriver dans le cadre de cette réforme. Aujourd'hui, vous êtes l'entreprise A, vous envoyez directement vos factures à l'entreprise B par mail ou par courrier, peu importe. En tout cas, les transmissions se font entre entreprises directement. Chacun va faire sa déclaration de TVA de son côté. Ça, c'est ce qui existe à aujourd'hui. Ce qui existe également, c'est déjà une intermédiation des échanges d'informations via des plateformes que les entreprises réceptrices auraient mis en place. Typiquement, ceux qui travaillent déjà avec Chorus, si l'entreprise B sur le schéma indiqué est une administration publique, vous avez déjà le principe d'aller déposer vos factures sur une plateforme pour que l'entreprise B la réceptionne au format attendu par ses outils internes. Pour autant, chacun continue à faire sa déclaration de TVA de son côté. Le but de la réforme étant de pré-remplir les informations pour vous proposer un adressage de TVA plus simple. Sur le schéma qui avait été préconisé dans le cadre de la réforme, c'était une intermédiation complète des échanges des documents de facture. Ça veut dire que chaque entreprise devait choisir une PDP et ou le portail public de facturation pour aller déposer ses factures et tout transiter ensuite vers l'administration fiscale qui récoltait les données pour le calcul de la TVA. Ce schéma a été modifié le 15 octobre dernier et il s'avère que celui qui va arriver et qui est représenté ici est donc le nouveau circuit de transmission des factures et des données. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises immatriculées en France et assujetties à la TVA devront avoir choisi une plateforme, une PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, qui vont être seules à compter de maintenant à faire transiter les factures entre toutes les entreprises et faire remonter les données au concentrateur de données qui remplace donc le PPF pour transmettre les informations de factures et de transactions vers l'administration fiscale. Vous le voyez sur le schéma, ça veut dire que le fournisseur et l'acheteur, représentés en vert, vont devoir chacun avoir leur PDP pour envoyer et réceptionner les factures, puisque vous ne serez plus autorisé à les envoyer directement à votre client. Ce qui signifie que les échanges se feront entre PDP, on dépose la facture, on envoie à la PDP de l'acheteur, et même chose dans l'autre sens, puisque la plateforme de dématérialisation partenaire va devenir vraiment le centre névralgique de la gestion des factures électroniques. On va voir maintenant avec Damien comment ça va se passer, quelles sont les transactions concernées et comment va être mise en place, dans quel calendrier tout ça va devoir se réaliser. Merci Sandra. Voyons ensemble le calendrier de cette réforme, son application donc au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises et une deuxième date au 1er septembre 2027. On va voir ensemble donc cette répartition. Dans le tableau ici, nous retrouvons les entreprises concernées en fonction de leur taille, effectif et chiffre d'affaires, et les obligations qui leur incombent. Donc la réception, rappelons-le, réception de ces factures électroniques pour tous au 1er septembre 2026
et pour les plus grandes entreprises au 1er septembre 2026 également l'émission de ces factures électroniques, donc dans le schéma évoqué par Sandra. Et puis pour les entreprises de taille plus petite, PME, auto-entrepreneurs, au 1er septembre 2027. Voyons ensemble les transactions impactées donc par l'e-invoicing, donc la facturation électronique, toutes les transactions en B2B sur le territoire donc domestique. Les transactions en B2J sont déjà concernées par Chorus Pro, qui restera en place. Ensuite, les transactions à destination des clients de la sphère, donc particuliers, B2C, et puis l'international également, seront concernés par l'obligation de e-reporting, donc la remontée de données à destination de l'administration fiscale. Voyons maintenant comment s'y préparer. Pour se préparer à cette réforme, quelques conseils. Tout d'abord, faire un état de l'existant, connaître avec précision les pratiques de facturation de votre entreprise, tant sur la partie achat que sur la partie vente. Réaliser une cartographie de tous vos flux et vos process, toutes les applications, les outils, les intervenants concernés. Vous organisez et préparez cette conduite du changement en nommant une équipe projet, en désignant des acteurs et en choisissant bien entendu une plateforme de dématérialisation partenaire pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, son implémentation, la formation de vos collaborateurs et la gestion de cette période de transition. N'attendez surtout pas, c'est un sujet majeur de transformation. Alors qui sommes-nous? Notre groupe, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et ses marques emblématiques, Crédit Mutuel, CIC, BECM, plus de 70 000 collaborateurs à votre service. 62 milliards d'euros de fonds propres pour assurer la pérennité. Euroinformation, filiale technologique du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec plus de 6 000 développeurs et des capacités de traitement élevées. Des data centers détenus en France pour assurer la souveraineté et l'intimité numérique de vos données, tant pour vos données bancaires que vos données de facturation, avec les plus hauts niveaux de certification. Ainsi, la redondance, la résilience, la continuité de l'activité vous est garantie. Voyons maintenant comment se positionne notre groupe pour sa plateforme de dématérialisation partenaire avec Sandra. En effet, Damien, nous avons choisi de nous positionner en tant que PDP. Euroinformation, la filiale technologique du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a donc choisi d'être PDP pour ses clients utilisateurs de notre solution de gestion de factures électroniques HBS e-Facture, mais également pour ses propres besoins. Ça veut dire qu'au sein du groupe, comme n'importe quelle entreprise, nous avons également des facturations clients et des facturations fournisseurs. Et donc, il n'était pas question pour nous d'utiliser une PDP externe. Donc, nous allons travailler avec notre propre solution. Nous allons également proposer nos services à nos filières d'affacturage qui vont pouvoir gérer leurs factures également par notre PDP. Euroinformation et Euroinformation Epithet sont présents au cœur de la réforme en étant participants au FNFE, au Forum national de la facture électronique, et auprès de la DGFiP pour travailler sur la transition vers la facture électronique. Euroinformation est donc la plateforme de dématérialisation partenaire et Epithet assure la commercialisation auprès des réseaux. Euroinformation a validé les exigences de la DGFiP grâce à ses certifications et, vous le voyez ici, une liste non exhaustive d'avantages que nous avions déjà et que nous continuons à développer, notamment sur le fait que, encore une fois, nous sommes très attentifs à la façon dont on va protéger vos données personnelles et au respect de votre intimité numérique. Ça, c'est vraiment au cœur de notre système et très important pour nous. Nous sommes donc à 100% tiers de confiance et nous vous assurons un respect de toutes les données de facture qui vont être stockées sur nos data centers avec le même niveau de sécurité que toutes les factures que nous allons échanger dans le groupe. Donc la PDP proposée à nos clients est exactement la même que celle que nous allons utiliser pour nos facturations.
On va bien sûr devoir étendre et on travaille sur la couverture fonctionnelle avec les exigences imposées par la DGFiP. Et tout ça, c'est des choses qui existent déjà dans notre système et que nous continuons à travailler et à co-construire avec les autres plateformes et avec la DGFiP. Bien sûr, la solidité financière, Damien l'a évoqué tout à l'heure, notre groupe est une banque de choix et une banque importante avec des fonds propres qui garantissent la pérennité de la solution. Et encore une fois, on est participant au projet de réforme à 100% et nous sommes très présents puisqu'on est aussi intégré à la phase pilote qui va lancer les tests à compter de début 2025 pour voir avec la DGFiP comment échanger les informations entre les différentes PDP, tester les connexions à l'annuaire et vous proposer quelque chose qui sera à 100% en place au 1er septembre 2026. Voyons maintenant nos offres pour répondre à cette réforme. HBS PDP Connect et HBS eFacture. HBS PDP Connect permet d'interfacer le système d'information de votre entreprise et la plateforme des dématérialisations partenaires. De son côté, HBS eFacture ajoute le volet logiciel vous permettant de construire et d'interpréter les factures électroniques. Voici quelques fonctionnalités d'HBS PDP Connect. La gestion du cycle de vie complet de vos factures et la totalité des flux entrants et sortants en provenance et à destination des autres plateformes. HBS eFacture est la suite logicielle avec de nombreux services à valeur ajoutée, tels que la précomptabilisation de ces factures, les règlements embarqués et les solutions de financement à court terme d'ici peu. Voyons maintenant dans le détail ces deux fonctionnalités. En effet, nos offres vont pouvoir s'adapter à votre manière de fonctionner aujourd'hui pour vous proposer nos différentes solutions, que ce soit HBS eFacture ou que ce soit directement la PDP Connect. Vous voyez ici la vision complète du portail, donc comment se présente notre solution qui, bien sûr, intègre la PDP si on est sur HBS eFacture. Donc avec différents modules que vous utiliserez ou pas en fonction de ce que vous avez déjà dans l'entreprise. En effet, le but est de faire un état de l'existant, de savoir quels sont les outils que vous utilisez à aujourd'hui dans votre système et de dire comment on va s'interfacer et à quel moment on va pouvoir connecter nos solutions en fonction du niveau de besoin de votre entreprise pour correspondre aux éléments obligatoires de la réforme. Donc, vous le voyez ici, les interfaçages sont possibles à différents niveaux et on va faire une étude précise de votre fonctionnement interne qui est propre à chaque entreprise et donc déterminer à quel moment et quelle solution correspond à vos besoins. Là, vous pouvez déjà avoir bien entendu déjà un logiciel métier, déjà un système de facturation, déjà un système comptable et donc voir quels sont les types d'échanges de flux qu'on va pouvoir déterminer pour vous mettre en conformité avec la réforme demain. Vous le voyez sur le tableau, peu importe le type de logiciel que vous avez, on va étudier 4 grandes parties, la gestion de vos contreparties, la gestion des factures, bien entendu les échanges de statut, puisque ça c'est des choses qui seront nécessaires dans le cadre de la réforme demain, et comment vous comptabilisez tout ça. Que ce soit sur la facture fournisseur ou la facture client, on va pouvoir procéder à différents échanges d'informations entre votre système interne et le nôtre, et voir comment demain ça sera poussé dans le cadre de la réforme. Ça, c'est ce que nous faisons lors de rendez-vous personnalisés en étudiant votre système et votre manière de travailler. Alors, pourquoi nous choisir? En optant pour nos solutions, vous garantissez d'être 100% conforme à la réglementation aujourd'hui et d'ici 2026 dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Nous choisir, c'est également vous assurer d'un accompagnement personnalisé, global et qui va durer, puisqu'on sera présent à vos côtés dans la mise en place du projet en amont, lors de l'installation avec un accompagnement spécifique sur les paramétrages et sur la formation de vos équipes si besoin. Et ensuite, on va bien sûr suivre l'intégralité de la mise en œuvre en monitorant vos flux et en essayant de suivre toutes les phases d'installation et d'échange d'informations avec nos solutions. Damien, peux-tu nous synthétiser les avantages de nos solutions, s'il te plaît ? Les atouts de nos solutions, repris ici sur 3 axes, sécurité, agilité, adaptabilité, qui résument l'ADN de nos offres. Notre groupe, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, se positionne en véritable tiers de confiance
pour assurer la protection, l'intimité numérique de vos données de facturation, comme nous le faisons déjà pour vos données bancaires. L'agilité en proposant des solutions en mode SaaS avec authentification forte pour garantir à la fois la sécurité. L'adaptabilité en restant interfaçable avec l'ensemble des logiciels déjà en place dans vos entreprises, interopérables pour échanger avec tous les acteurs dans ces circuits d'échange. Merci à tous pour votre écoute. Vous l'avez bien compris, nous sommes sur des flux, des données, de la confidentialité, de la sécurité. Et tout ça, ce sont bien des domaines qui sont au cœur de notre métier de banquier et donc au cœur de notre savoir-faire. Voilà, je vous propose désormais que nous répondions à vos premières questions. Je vous lis la première question. Notre groupe comprend une dizaine de filiales. Quelle est l'architecture que vous proposez? Faut-il un contrat par société? Pour nos clients, effectivement, qui ont un certain nombre de structures, nous proposons ce que nous appelons en fait un centre de services partagé, c'est-à-dire une sorte de point d'entrée unique. Concrètement, ça se matérialise par un accès qui va être donc partagé entre les différents contrats, parce que vous l'avez compris dans nos échanges, chaque personne morale va devoir en fait être identifiée de façon très très claire et détenir son propre abonnement, à la fois pour recevoir et pour émettre ses factures. Donc c'est bien chaque personne morale qui doit avoir choisi sa solution et sa plateforme de dématérialisation. Et ensuite, l'ensemble de ces contrats, on peut les loger dans un environnement qui est donc globalisé, ce qui fait que nos clients, avec une structure un petit peu démultipliée, plusieurs entités au sein de ce groupe, vont pouvoir accéder en une seule fois à l'ensemble des dossiers et tout piloter sans avoir besoin de se réidentifier de façon systématique. Alors, on a d'autres questions. Sandra, qui sont nos hébergeurs en France? Alors, eh bien, nous-mêmes, puisque on vous l'a un petit peu montré tout à l'heure sur une dia, on a donc Euro Information qui est la filiale du groupe qui détient ses propres data centers. Et donc, nous avons plusieurs centres répartis à plusieurs endroits sur la France avec de la redondance entre chaque centre jusqu'à 3 fois, ce qui va permettre la garantie de la sauvegarde de vos données, du respect de l'intimité numérique, puisque ces data centers servent aussi bien à la gestion des données bancaires qu'à la gestion de nos contrats e-facture. Ça veut dire que vraiment ce stockage est au plus haut niveau de sécurité qui puisse exister, puisque, encore une fois, on est sur des data centers bancaires, donc avec les mêmes exigences de sauvegarde et d'intimité numérique que l'exige la banque. Donc on est plutôt sur du très haut de gamme. Ouais, pour précision, en fait, les data centers du groupe, comme le précisait Sandra, sont donc répartis sur le territoire et sont en fait normés sur les normes les plus hautes de fiabilité. Et la presse en faisait état récemment. On appelle ça tier 4, donc le plus haut niveau d'exigence en fait, qui a été respecté donc par notre groupe pour servir nos clients. On a une question, donc, quel est le coût par facture? Faut-il souscrire un abonnement? Alors, réponse difficile parce que le coût par facture va bien entendu, et vous le comprenez, dépendre de la volumétrie. C'est-à-dire que pour un client qui va réaliser 10 factures par mois, le coût sera évidemment différent du client qui réalisera plutôt 10 000, 100 000 ou 1 million de factures mensuellement. Et effectivement, on a des notions d'abonnement. Alors, particularité dans notre groupe, c'est qu'on n'a pas exactement le même modèle économique que les éditeurs qui vendent un logiciel et ensuite proposent des solutions et avec cette problématique toujours d'hébergement, puisque le problème d'un éditeur de logiciel, c'est que les données, il ne va pas les héberger lui-même. Il va avoir recours à un hébergeur donc, qui aura des data centers et donc l'éditeur de logiciel va être obligé de tenir compte dans sa facturation de tout ce volume de données qui va être conservé. En général, dans les contrats des éditeurs de logiciels, on retrouve souvent une notion de 5 ans ou de 6 ans d'archivage, là où notre groupe propose 10 années. Et ces données, en fait, vont venir finalement au fil des mois et des factures s'empiler et donc faire grossir en fait le volume de données hébergées. Et on a pas mal de clients qui nous consultent parce que leur solution initialement choisie, finalement, voit son coût augmenter au fur et à mesure que la taille des données augmente. Donc, soyez vigilants sur ces questions. Donc, prenez bien en compte la totalité des coûts
y compris des coûts cachés en fait. Et de ce point de vue-là, on est assez serein, notre groupe est plutôt mieux disant. D'autres questions peut-être alors, Sandra, donc une société qui travaille dans le bâtiment, confrontée régulièrement au fait de déposer des factures sur des plateformes pour des validations par un architecte. Et est-ce que notre outil permet de faire le lien avec des plateformes du coup? Oui, et même étrangère. Ok. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de métiers qui ont leur spécificité en termes de fonctionnement, notamment le bâtiment, où il existe ce qu'on appelle des situations de travaux, qui ne sont pas proprement parlé des factures à ce jour, en tout cas au sens comptable et au sens où la DGFiP l'entend. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train d'être retravaillées. Puisque il va falloir rentrer dans le moule et à aujourd'hui les différentes plateformes que vous utilisez sont des plateformes propres à chaque client que vous adressez. Typiquement, on a du Chorus Pro aujourd'hui, qui est la plateforme de l'administration publique, on l'a évoqué lors du webinaire. Et donc ça, on vous oblige à travailler avec un format spécifique à cette plateforme-là. Le principe de la réforme, c'est de dire qu'en fait, tout le monde va travailler sous le même format. Et donc ces plateformes vont devoir aussi se mettre en conformité, si elles ne l'ont pas déjà fait, déposer un dossier pour être elles-mêmes plateforme de dématérialisation partenaire et ou choisir une PDP. Et donc, tout le monde, de toute façon, va devoir normer la facture. Donc, il n'y aura plus de questions à se poser sur la façon dont vous allez les envoyer. Cela étant, la gestion des situations de travaux, le fait que la facture devait être validée par différentes personnes avant d'être envoyée au client final, tout ça, c'est ce qu'on appelle les cas d'usage. Il y a 36 cas qui avaient été référencés par la DGFiP sur des modes de fonctionnement particuliers qui sont liés aux activités. Et ces cas d'usage devaient être gérés initialement par le portail public de facturation. Donc c'est le schéma qu'on vous avait montré en préambule de la réforme qui a été modifié en fin d'année 2024. Donc il y a un petit suspens sur ces questions-là de la part de l'administration fiscale puisqu'il va falloir que les plateformes entre elles, puissent communiquer et travailler ces cas d'usage pour qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va échanger ces nouveaux documents. Donc ça, je ne peux pas vous répondre à l'instant T, c'est des choses qui sont encore à l'étude entre les plateformes. Donc l'objet de rassurance, c'est de dire que tout le monde va travailler avec des PDP normés, avec des formats échangés qui sont tous les mêmes. Et donc vous, ça vous évitera justement d'aller déposer une fois sur une plateforme, une fois sur l'autre. Et même chose dans l'autre sens, puisqu'on le sait tous, on fait tous la même chose. On va aller chercher nos factures EDF sur la plateforme EDF, nos factures de téléphonie. Il faut peut-être que je cite plein d'autres marques, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est terminé puisque les PDP vont vraiment devenir concentrateurs de la réception et de l'émission de vos factures. Donc, c'est nous qui allons filtrer tout ça et on enverra à la PDP de votre client et où on réceptionnera les PDP venant de vos fournisseurs, en tout cas en B2B. Pour ce qui est de la facture étrangère, parce qu'il y avait aussi cette question-là, en fait, là pour l'instant, les obligations ne sont que franco-françaises. Donc notre plateforme va aussi savoir gérer de la facture étrangère, puisqu'on l'a évoqué, il y a quand même du reporting à faire au niveau de la TVA. Donc simplement, c'est de la gestion allégée sur la facture électronique et on ne devra pas être obligé de réceptionner en facture électronique. Ça n'existera pas pour les étrangers. En sachant qu'il y a aussi un projet européen qui va arriver d'ici 2030, qui s'appelle VIDA, et c'est une plateforme européenne avec laquelle les plateformes nationales vont devoir aussi communiquer. Donc ça, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps en disant qu'on norme d'abord les échanges franco-français, dans un deuxième temps européen. Et on peut imaginer après, pourquoi pas, au niveau mondial pour simplifier les échanges, en sachant que les plateformes, elles existent déjà dans plein de pays à travers le monde. En France, on est encore un peu en retard sur le sujet. Donc vraiment, ça s'inscrit dans une mouvance très très générale. J'espère avoir répondu à peu près à votre question, mais c'est des choses que on va travailler avec la DGFiP, avec les autres plateformes, les cas spécifiques d'échange de factures. Donc ça, c'est en train de se construire encore et c'est encore en discussion. Donc ça, on pourra les réévoquer lors d'un rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez, pour voir quand on aura un peu avancé sur les projets. Donc n'hésitez pas à nous dire si on n'est pas suffisamment complet sur nos réponses.
Pour compléter le propos de Sandra, effectivement, alors la disparition du PPF, donc le portail public de facturation, donc c'était le 15 octobre cette annonce qui a fait quand même beaucoup bouger le milieu en fait de la facture électronique et le projet. Depuis, des décisions ont été prises et c'est l'AFNOR désormais qui a été nommé et qui prend en charge ce sujet de normalisation de ces cas d'usage et des échanges entre les différentes plateformes, vraisemblablement à travers un acteur qui s'appelle PayPal. Donc, c'est tous ces termes techniques, tous ces acronymes. Comprenez par là juste normalisation et des échanges qui seront de toute façon fluidifiés entre les acteurs, entre toutes ces plateformes. Donc, c'est quelque chose qui va très rapidement prendre forme, y compris pour les cas d'usage qui étaient évoqués. Quel est le format choisi par notre groupe pour la facture électronique? Concrètement, notre groupe a retenu la facture X. La facture X, il y a 3 formats en fait qui sont possibles, donc au sens de la DGFiP, 3 formats éligibles pour cette réforme. Notre groupe a choisi le format qui paraissait être le mieux disant, c'est-à-dire un format qui va coupler le PDF lisible par l'œil humain évidemment, et les données XML donc, qui sont en fait concaténées dans cette facture, embarquées donc dans le PDF. Et c'est ce format en fait qui est retenu et qui permet justement tous ces échanges. Et là, pour le coup, on n'a pas d'inquiétude particulière. C'est un format franco-allemand qui avait été retenu. Et donc l'Allemagne, vous l'avez peut-être lu dans la presse, a également avancé sur le sujet. Elle était à la traîne et d'un coup, l'accélération s'est faite. Donc finalement, l'Allemagne est en train de converger au moment où on parle. Alors Sandra, je te laisse peut-être prendre la suivante. Oui, il y avait un complément, on va finir sur le sujet peut-être du format, puisqu'il y a Pierre qui demande si la facture électronique est la même chose que la GED. Donc pour compléter le propos, donc attention, la facture électronique, ce n'est pas simplement un scan de facture. Donc ça dépend ce que votre GED comprend, est-ce qu'elle est capable de traiter de la donnée ou pas. Si c'est simplement enregistrer en dématérialiser un document PDF, ça n'est pas de la facture électronique, puisque la facture électronique, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment reprécisé, mais c'est bien une facture avec de la donnée à l'intérieur. Donc dans le cadre de la réforme, seulement 3 formats sont validés par l'administration fiscale. Donc celui que nous utilisons, que Damien vient d'évoquer, qui est la facture X, donc un PDF avec de la donnée encapsulée à l'intérieur. Et ensuite, on a 2 autres formats, l'UBL et le C2I, qui sont 2 formats donc validés par l'administration fiscale et qui là ne sont que des formats de données. Donc ça sera plutôt des échanges de données qui vont être échangés entre grands groupes et entre plateformes où, entre guillemets, les systèmes d'information sont déjà faits pour pouvoir lire et traiter ces données en direct sans être relus par un humain. Donc le format le plus répandu de toute façon sera la facture X, qui est déjà le cas sur notre plateforme. Voilà, et je réponds juste très rapidement à Patrick qui demande vers qui se tourner pour étudier la question. Donc je le redis, c'est contacter effectivement votre agence locale et votre conseiller qui va se charger de positionner un rendez-vous avec son chargé d'affaires flux local et ou Damien ou moi pour étudier votre process actuel. Le principe, c'est vraiment de personnaliser les rendez-vous. On étudie ce qui existe déjà dans votre entreprise, puisque le but étant de vous accompagner sur cette transition en gardant les principaux outils, bien entendu, de facturation, de comptabilité que vous avez déjà dans l'entreprise ou pas. En tout cas, on étudie la question et on essaye de s'interfacer au moment le plus opportun, qui va être le plus neutre pour vous, tout simplement pour vous accompagner au passage vers cette réforme. Il y a d'autres questions. Alors, sera-t-il possible d'avoir un mémo du webinaire avec ce que vous avez présenté comme document? Jean-Marc, je crois que ce sera le cas. Vous pourrez avoir le replay en visu. Replay, effectivement. On fera passer un replay de ce webinaire que vous pourrez regarder. Et bien sûr, on peut vous faire passer un mémo également sur ce sujet. Merci. Damien, je te laisse la question d'après. Votre outil Oui. est compatible avec toute forme de logiciel de gestion. Nous utilisons Betsy Gest et Sage actuellement. Alors, bonne question. Concrètement, dans les logiciels de gestion, vous émettez déjà de la facture. Donc, en gros, pour faire très court, toutes les données existent dans vos logiciels pour permettre d'émettre de la facture et de fabriquer ces formats très spécifiques qu'on vient d'évoquer.
La question est bien sûr de faire converger toutes ces données de vos outils vers nos outils, donc sur des formats un petit peu spécifiques qui nous permettront ensuite d'émettre les factures au format attendu par les différentes plateformes et la DGFiP. Là, on parle d'interfaçage, ce qui revient dire qu'il va falloir effectivement, dans ces cas-là, construire ce petit format. Donc, on a tout un tas d'outils en fait pour vous guider dans cette démarche. Mais évidemment, si vos outils ne font pas encore de facture, ne font pas déjà de facture électronique, dans ces cas-là, on est tout à fait en capacité de récolter ces données pour fabriquer pour votre compte de la facture électronique. Pour les clients qui auraient déjà des outils qui fabriquent de la facture électronique, la question qui se posera ensuite, vous l'avez compris, hein, il y a ces deux axes, le côté je fabrique et je lis de la facture électronique et de l'autre côté, je transmets, c'est-à-dire que j'émets à travers le circuit et je reçois à travers le circuit d'échange les factures. Donc, pour les clients qui auraient déjà des solutions qui fabriquent de la facture électronique, à ce moment-là, on sera sur une notion de transport de ces données. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la présentation, une offre PDP Connect, donc vraiment une offre finalement de communication, d'échange en fait dans ce circuit de facturation. Donc oui, vos outils en fait détiennent déjà les données. Il y a simplement une petite passerelle à mettre en œuvre pour que ça puisse être complètement fluide et automatisé avec nos solutions. Et là-dessus, on est tout à fait à vos côtés. Il n'y a pas de difficulté particulière. Une question peut-être, Sandra. Est-ce que vous travaillez avec les comptables sur ce sujet ? Bien évidemment, puisque c'est des acteurs majeurs qui sont impactés, comme toutes les entreprises, par le sujet, et encore plus, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la saisie comptable des factures était une grosse partie de leur activité. Donc, la facture électronique vient bouleverser leur manière de travailler à aujourd'hui. Donc certains comptables sont en train effectivement de nouer des partenariats avec notre solution et peuvent être promoteurs de notre solution. Et ensuite, on travaille avec eux puisque nous avons également développé un module à l'intérieur de notre plateforme qui permet de préparer, pour les clients qui n'ont pas du tout de comptabilité, qui permet de ventiler les factures à l'intérieur de leur plan comptable et donc de préparer les écritures directement à l'expert comptable. Donc si c'est un expert comptable externe, il peut soit prendre la main pour le faire, soit simplement récupérer les écritures. Donc ça, c'est des choses qui sont facilitantes pour le traitement des factures. Autre question, Damien, quel est le fonctionnement entre une entreprise et un particulier ? Alors, vous l'avez compris, la réforme concerne les échanges B2B, donc d'entreprise à entreprise, et dans la sphère domestique exclusivement pour le moment. Tout à l'heure, Sandra évoquait les relations à l'international qui seront donc hors le champ de cette réforme et qui seront soumises au e-reporting, donc c'est-à-dire à la remontée d'informations liées à la TVA et non pas à la facture électronique. Même chose entre les entreprises donc françaises assujetties à la TVA et les particuliers. On sera dans un schéma qu'on appelle de e-reporting, donc de remontée d'un certain nombre d'informations au service de la DGFiP, mais on sera effectivement, il y aura un petit peu moins de données que sur l'invoicing. En l'occurrence, les données de facturation sont un peu différentes. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin, la DGFiP veut capter les informations liées à la TVA. Dans le cadre de la réforme de la facture électronique entre entreprises, ce sera au travers l'e-invoicing, donc la facture électronique, à travers les plateformes de dématérialisation partenaires. Le e-reporting, lui, sera défini, mais vraisemblablement sera également échangé à travers des PDP. Donc concrètement, vous travaillez avec des particuliers et avec des entreprises et l'État, peu importe, vous serez de toute façon dans un schéma dans lequel vous devrez remonter à travers des plateformes ces données liées aux transactions, même si ce ne sont pas pour le coup des factures électroniques à proprement parler. Pour ce qui concerne nos clients, sur nos solutions, en fait, nous ventilerons par nous-mêmes les différentes opérations pour faire à la fois le e-reporting et le e-invoicing pour le compte de nos clients, sans préoccupation de leur part, du coup, de savoir si l'opération concerne l'une ou l'autre des obligations. Concernant, on a une question concernant la tarification, à savoir s'il y a une tarification qui serait plus avantageuse pour les clients qui feraient uniquement la partie transport des factures, hein, qu'on appelle chez nous PDP Connect, donc cette passerelle pour arriver sur les différentes plateformes.
Alors, de fait, oui, la tarification sera plus avantageuse puisque ce n'est pas l'ensemble de notre solution qui sera utilisée par ces clients qui fabriquent déjà de la facture électronique et ont déjà des outils de leur côté. Cette prestation de transport, du coup, effectivement, souvent en plus adossée à des volumes significatifs, sera particulièrement avantageuse sur le plan tarifaire. Sandra, alors vous parlez de connexion Ouais. avec les autres PDP de nos clients. Il y aura donc une forme d'automatisation. C'est une question qui est posée. Oui, alors en fait, le principe, c'est qu'effectivement, la PDP devient garante du transport de la facture. Ça veut dire qu'une fois que vous avez déposé les bonnes données, puisque ça, c'est forcément un prérequis, puisque nous portons la responsabilité des données envoyées à l'administration fiscale, nous allons nous charger effectivement d'aller les envoyer d'une part à la PDP concernée, donc de votre client, et d'autre part, nous allons envoyer le flux directement au concentrateur de données et donc à l'administration fiscale. Donc, ce qui veut dire que du coup, la PDP, comme on le disait, ça devient vraiment le noyau dur de gestion des factures, puisque tout va transiter par là, et il y aura bien ce qu'on appelle un double flux. D'un côté, l'envoi de la facture à votre client, et d'un autre côté, le flux d'informations pour calcul de la TVA. Donc ça, c'est important. Par contre, si effectivement, pour compléter sur effectivement la partie particulier, si le client final est un particulier, bien entendu, sa facture, il pourra continuer à la recevoir soit par mail, soit par courrier, peu importe. Là, l'envoi va être différencié au sein de la PDP. Ce qui importe, c'est les données qu'on va renvoyer par ailleurs à l'administration fiscale. À chaque fois, il faut avoir en tête que une facture égale une transaction égale deux flux. Ça veut dire qu'il y a vraiment le traitement de la facture qui est les données de la facture dans un sens, les informations qui doivent remonter à l'administration fiscale de l'autre. Donc ça, c'est valable dans n'importe quel cas, que ce soit un client particulier, un client professionnel et ou un client étranger. Notre plateforme fera la ventilation en fonction de et un client public d'ailleurs, parce que Chorus va subsister. Donc en fait, notre plateforme elle sera en capacité d'aller ventiler les envois en fonction de la typologie de votre client. Donc peut-être rebondir sur la question de Pierre sur le e-reporting. Il n'y aura plus de TVA à déclarer, c'est automatique. Ça rentre dans une forme d'automatisation effectivement. Le e-reporting, il sera bien calculé si vous faites passer et transiter la TVA par une facture. Si effectivement c'est des commerces comme la question d'après et que vous avez ce qu'on appelle des caisses qui doivent être normalement aussi normées, donc des caisses intelligentes, il faudra remonter le ticket Z qui sera compilé et c'est la PDP qui va aller générer le e-reporting. Donc la caisse sera connectée à notre système et donc c'est la PDP qui va transformer les informations du ticket de caisse Z pour pouvoir envoyer le reporting et donc les informations nécessaires à la TVA. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a de la TVA, même à zéro, sur une facture ou sur une transaction avec un particulier, les informations devront remonter à l'administration fiscale par la PDP. Donc ça, c'est vraiment des notions qu'il faut avoir en tête, le circuit d'échange comme on vous l'a présenté tout à l'heure. J'espère que ça répond à vos questions sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire si nos explications ne sont pas suffisamment claires. On a une question sur la conservation des factures en 10 ans. Alors tout à l'heure, on a évoqué ça effectivement. Particularité, notre groupe a retenu la conservation des factures pendant 10 ans, là où d'autres acteurs ont fait des choix différents. Plusieurs raisons à cela, mais parmi les raisons, c'est le fait que bien souvent, nos clients ont des garanties. Typiquement, on peut imaginer des garanties décennales. On a également, en fait, dans le droit, parfois, donc des obligations qui peuvent être portées jusqu'à 10 ans. Donc, il y a des obligations de conservation pour des questions fiscales qui sont donc là sur des durées plus courtes, mais dans certains métiers, conserver ces factures 10 ans, ça peut avoir beaucoup de sens. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Et question qui nous est posée, c'est
concrètement, si je ne suis plus client de la banque dans ces 10 années, au cours de ces 10 prochaines années, comment ça se passe? Deux choses, être client de la banque et client de e-facture, c'est possible. Être client de la banque mais plus de e-facture, c'est également possible, puisqu'on n'a pas d'engagement particulier. C'est des offres que vous pouvez souscrire, mais on n'a pas d'engagement dans la durée, donc vous n'êtes pas tenu, ce qui ça est plutôt une bonne nouvelle en soi, ce qui vous permet d'essayer par ailleurs. Autre point, vous pouvez tout à fait vous fâcher avec votre banque, même si ce n'est pas notre souhait, et conserver la solution de gestion de facture électronique au sein de notre groupe. Les accès sont maintenus. Par ailleurs, si vous faites le choix d'arrêter votre contrat e-facture, nous maintenons néanmoins gratuitement l'accès à vos données pendant 10 ans, date de la dernière facture. Donc ça doit aussi avoir pour objectif de vous rassurer parce que effectivement, ce ne sont pas des données qui sont perdues. Cet hébergement, en fait, vous le payez à chaque fois que vous émettez une facture. Dans le prix d'émission en fait de votre facture ou de réception de votre facture est inclus l'archivage pendant 10 ans. C'est pas du tout le cas chez nos confrères éditeurs de logiciels. Pourquoi? Parce que eux, comme je le rappelais tout à l'heure, leur hébergement, ils le payent par ailleurs à un hébergeur qui est un tiers. Ce qui veut dire que si vous souhaitez maintenir des données, dans donc ce contrat que vous résiliez auprès de n'importe quel acteur, vous allez devoir continuer à payer cet hébergement si vous souhaitez le maintenir en fait. Donc ça doit aussi un petit peu vous interpeller. On a d'autres questions. Sandra, dans le cas de PDP Connect, comment lier votre solution avec mon ERP? Alors effectivement, il va falloir qu'on regarde comment, et là aussi, hein, ça fait partie des rendez-vous un peu plus poussés, techniques qu'on peut réaliser en personnalisé, mais globalement, on va étudier ce que c'est faire votre ERP, jusqu'où il va, puisque donc, la question à se poser, c'est est-ce que vous faites déjà de la facture électronique avec cet outil-là, hein, forcément. Si c'est pas le cas, il faudra, oui, bien passer par notre système pour qu'on transforme les données de facture en facture électronique et ensuite on enverra par notre PDP. Si votre ERP sait déjà faire plein de choses, dans ce cas-là, effectivement, c'est que de la PDP Connect. Et donc là, il suffira de nous envoyer la facture électronique. Et on a différentes manières de s'interfacer avec les outils existants dans les entreprises. Où on sait faire de l'API, on sait faire du lien SFTP, là c'est vraiment assez technique, mais on sait faire de l'AS2, on sait faire plein de choses. Ça va plutôt dépendre après de ce que votre ERP est capable lui de créer de son côté. On s'adaptera en fonction des outils et des éléments qu'ils nous fournissent pour pouvoir trouver la bonne option et en fonction également de votre manière de facturer et ou de réceptionner de la facture. Donc tout ça c'est vraiment personnalisable en fonction de votre manière de travailler, des outils que vous avez en place. Autre question qui était juste au-dessus, sur les notes de restaurant par exemple, et comment sont-elles traitées? Alors, ça, aujourd'hui, effectivement, ça ne rentre pas dans le scope du coup de la facture électronique à proprement parler. C'est quelque chose qui sera très prochainement pris en charge par nos outils, donc dans une gestion globale de notes de frais. Et donc interfacé avec nos outils, ce qui permettra d'avoir donc la gestion de ces problématiques, parce qu'on a bien conscience que pour nos clients, c'est bien souvent un petit peu compliqué, cette gestion des notes de frais. On ne l'a pas rappelé, en fait, dans nos solutions, on a pas mal de possibilités pour configurer des utilisateurs, les identifier, etc., puisqu'on est dans un environnement où la sécurité pour nous compte beaucoup. Donc qui permettra en fait à chacun des utilisateurs de pouvoir renseigner un certain nombre de données, etc. Et dans la gestion des notes de frais également en fait des process bien spécifiques. On a de nouveau une question. Est-ce que le e-reporting sera effectué pour des commerces qui émettent des tickets de caisse comme les boulangeries? C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Sandra. C'est les fameux tickets Z en fait. Qui seront remontés. Donc à travers les caisses connectées ou caisses intelligentes, hein, on les nomme comme on veut, mais l'idée c'est bien celle-là, c'est d'interfacer en fait les outils de gestion de caisses, hein, typiquement, enfin assez spécifiques, hein, parce que pour le coup, généralement, majoritairement, ce sont des clients particuliers en face. Donc là, c'est bien cette automatisation qui permettra de remonter le ticket Z et nous permettra donc de faire le e-reporting pour votre compte. On avait une question à savoir, est-ce que du coup, la déclaration de TVA sera encore à la charge de nos clients ou sera directement automatisée? Dans les cibles de la DGFiP, c'est bien sûr de pouvoir
pré-remplir les déclarations de TVA. Alors, j'ai dans les cibles parce que ce n'est pas demain, mais effectivement, c'est bien un objectif de la DGFiP que de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA, un petit peu comme on pré-remplit aujourd'hui les déclarations de revenus. Donc, à terme, c'est bien l'enjeu. Une question qui concerne l'annuaire. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ce que sera l'annuaire? Donc, Sandra, si tu veux. Alors, l'annuaire centralisé, c'est quelque chose qui est lié donc au concentrateur de données porté par l'État. Donc ça veut dire que avant le 1er septembre 2026, vous allez devoir déclarer sirène par sirène. Donc si vous avez de multiples sociétés, quel PDP vous choisissez sur cet annuaire-là. Ça va permettre de concentrer les informations et toutes les PDP vont être liées à cet annuaire. Simplement pour dire, quand je veux envoyer une facture, quelle est la typologie de mon client et comment il est réellement relié. Ça veut dire que quand vous allez poser chez nous une facture, on va interroger sa fiche client. Sa fiche client est liée à un sirène. Ce sirène est relié à une PDP. Et donc, quand on va recevoir votre facture client, avant de l'envoyer, on va interroger cet annuaire et on va savoir quelle sirène correspond à quel PDP. Et donc, on enverra bien la facture sur la PDP de votre client, comme c'est référencé au sein de l'annuaire. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que tout le monde est concerné avant le 1er septembre 2026. Il faudra que vous ayez fait ce choix-là avant le 1er septembre 2026, puisque les grands groupes, eux, vont déjà émettre de la facture électronique. Vous avez tous des fournisseurs dans les grands groupes. Donc ça veut dire que vous devrez avoir choisi votre plateforme pour recevoir vos factures, puisque eux devront les adresser directement sur cette PDP. Et donc ensuite, la PDP, elle va aller voir si la référence, il n'y a pas de PDP, c'est potentiellement un client public. Donc là, on enverra sur Chorus. On est déjà interfacé avec Chorus. On travaille déjà avec eux. Et s'il n'y a pas de référencement et que c'est topé en particulier, dans ce cas-là, ça pourra être envoyé soit par mail, soit par courrier. Vraiment, la PDP, elle va ventiler en fonction de la typologie de votre client et elle va se débrouiller, si je peux le dire comme ça, pour envoyer au bon client par le bon canal. Ça sera plus de votre responsabilité. Donc l'annuaire est très important et c'est pour ça que vous êtes tous concernés avant le 1er septembre 2026. Je constate juste qu'il y avait une question qui était aussi sur la TVA à l'encaissement. Pour compléter sur la réforme, il y a aussi des choses qu'on n'a pas évoquées qui sont les statuts de traitement des factures. Ça veut dire que ceux qui travaillent déjà avec Chorus, vous connaissez déjà le principe. C'est de dire que chaque fois que vous déposez une facture, vous avez ce qu'on appelle les statuts d'avancement des traitements de la facture. Donc, dès que la facture elle est reçue et traitée, vous recevez une information. Dès qu'elle est mise en paiement, vous recevez une information. Dès qu'elle a été payée, vous avez l'information. Et donc, en fait, c'est ça qui va aussi transiter par les PDP. C'est effectivement les envois de données de facture, mais aussi les statuts de traitement, puisqu'il y a des statuts obligatoires au sein de la réforme, et notamment le statut de paiement. Et donc ça veut dire que quand la facture va être payée, donc ça veut dire payée déclarée par celui qui a encaissé, c'est un statut qui va devoir être déclaré par la PDP que nous enverrons à la DGFiP. Donc c'est à ce moment-là que du coup on va pouvoir aller valider la TVA à l'encaissement. Bien entendu, ça c'est déjà prévu puisque ce sera des typologies et des codes de TVA qui seront encapsulés à l'intérieur de la facture, puisqu'il y a tout, TVA sur débit, TVA sur encaissement, mais pas que, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est des codes de TVA qui seront bien encapsulés à l'intérieur de la facture. Sandra, je me permets de t'interrompre. On arrive à la fin en fait du temps qui nous était imparti et on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. On a encore pas mal de questions qui nous arrivent, notamment sur la tarification, sur bon nombre de sujets. Ça va être compliqué du coup d'y répondre et sans doute que ça nécessiterait encore pas mal de temps. Ce qu'on peut vous proposer assez facilement, c'est de prendre contact avec vos chargés d'affaires habituels ou vos interlocuteurs, si vous les connaissez, sur la partie flux. Donc c'est vraiment des gens qui pourront rapidement vous mettre en relation avec nos équipes. On se fera un plaisir, bien entendu, de faire un état des lieux avec vous, de comprendre votre besoin. Et vous l'avez compris, chaque entreprise, chaque groupe a des besoins bien spécifiques et c'est bien, on a bien à cœur en fait de se positionner exactement sur les sujets
pour lesquels il y aura une valeur ajoutée. L'objectif pour nous, c'est que cette transformation se fasse le mieux possible dans vos groupes et pour vos équipes. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, ce sera sans doute la meilleure façon d'obtenir des réponses qui vous concernent. Merci beaucoup à tout le monde pour toutes ces questions et votre participation active. Jean-Marc, on te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, merci Sandra, merci Damien, merci à tous. Nous allons donc désormais clôturer ce webinaire. Je vous confirme qu'on vous fera passer un lien par mail avec le replay que vous pourrez regarder quand vous le souhaitez. Donc vous l'avez compris, ce sujet d'actualité, c'est une réforme qui est à mettre en place dès aujourd'hui. Et cette transformation, elle nécessite d'être accompagnée. Sandra et Damien ont évoqué les différentes étapes dans l'accompagnement. Il y a une démarche conjointe, la possibilité de passer en mode projet pour vous guider dans les différentes étapes jusqu'à la mise en production avec nos équipes techniques. Donc cela, bien sûr, ça passe par des rendez-vous personnalisés sur ce sujet. Donc nous restons donc à votre écoute et à votre disposition pour venir vous rencontrer et évoquer vos différents projets avec les chargés d'affaires flux du CIC Sud-Ouest et les chargés d'affaires Epithet. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Bonne journée à tous.